Chapitre 1. Les fondations. David Crane avait bâti sa vie comme il avait bâti son empire du bâtiment, un geste calculé après l'autre. À 45 ans, il inspirait le respect des fournisseurs de béton comme des urbanistes. Ses mains calleuses avaient façonné la moitié des bâtiments commerciaux de Phoenix. Mais ces mêmes mains avaient été douces lorsqu'elles avaient touché Rebecca pour la première fois, 22 ans plus tôt. Rebecca Miller, étudiante en journalisme à l'université, l'avait interviewée pour le journal universitaire consacré aux étudiants entrepreneurs. Le visage frais et ambitieux, elle lui avait posé des questions pointues sur sa petite entreprise de construction. Il avait 23 ans, employait déjà 6 personnes et était complètement sous le charme de son esprit vif et de son rire contagieux. « Tu seras propriétaire de cette ville un jour », avait-elle dit. Carnet oublié pendant qu'ils discutaient jusqu'à la fermeture du café. Elle avait raison. Crane Construction était devenue une entreprise de 50 millions de dollars. David possédait 17 propriétés dans 3 États, employait plus de 200 personnes et entretenait des relations plus profondes que la plupart des politiciens. Mais le succès avait un prix. Et entre les nuits tardives passées à étudier les plans et les matins matinaux sur les chantiers, Rebecca s'était distante. Leur fils Tyler, aujourd'hui âgé de 21 ans, avait hérité de la langue bien pendue de Rebecca et de l'obstination de David. Le jeune homme obtenait un diplôme de commerce de l'Université d'État de l'Arizona, financé par l'éthique de travail acharnée de David. Tyler avait toujours été plus proche de sa mère, surtout après que David avait manqué trop de matchs de foot et de pièces de théâtre à l'école pour décrocher des contrats. Ce que David ignorait, c'est que depuis 8 mois, Rebecca partageait bien plus qu'un café avec Brad Hoffman, son rédacteur en chef au Phoenix Herald, où elle avait enfin décroché le poste de ses rêves 3 ans auparavant. Brad David était tout ce qu'il n'était pas, un homme élégant, intellectuel et disponible. Il écrivait de la poésie et discutait littérature, tandis que David calculait les besoins en capacité de charge et négociait avec les fournisseurs. Le mardi qui allait changer, tout commença comme tous les autres. David examinait les plans d'un nouveau complexe hôtelier lorsque son téléphone vibra, accompagné d'une demande 20 mots qui le glaça. Chapitre 2. La trahison se dévoile. La notification 20 mots illumina l'écran de David comme une claque. 3 400 $ pour la fête de remise des diplômes de notre fils. Payez vite. L'expéditeur du message était Rebecca, mais le ton lui était étranger. En 22 ans de mariage, elle n'avait jamais exigé autant d'argent, surtout pas via une application de paiement. David s'assit pour prendre son café et l'appela directement. Elle répondit à la 4e sonnerie, la voix sèche et impatiente. « Tu as reçu ma demande » demanda-t-elle sans préambule. « Rebecca, que se passe-t-il ? Depuis quand paies-tu tout simplement, David ? La remise des diplômes de Tyler a lieu ce week-end, et je me suis déjà engagé pour le lieu. » Quelque chose dans sa voix réveilla tous les instincts qu'il avait développés en 2 décennies de négociations commerciales. Quel lieu ? On n'a jamais parlé de fête. On ne parle plus de grand-chose. Sa voix portait une amertume qu'il n'avait jamais entendue auparavant. On est toujours submergé par le travail. Certains d'entre nous se soucient réellement des réussites de leur fils. L'accusation était blessante, car elle contenait la vérité. David avait travaillé 18 jours sur le projet d'hôtel pour décrocher le plus gros contrat de sa carrière. Mais 3 400 $ pour une fête de remise de diplôme me paraissait excessif, surtout sans consultation. Je vais transférer l'argent, mais je veux d'abord discuter des détails. Où est la fête ? Combien de personnes ? Le rire de Rebecca était glacial. Ne te fais pas d'illusions, David. Tu n'es pas invité. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Que as-tu dit ? Tu m'as entendu. Cette fête est pour les gens qui comptent vraiment pour Tyler. Ceux qui ont été présents dans sa vie. David resserra son emprise sur le téléphone. 21 ans à soutenir son fils, à travailler jusqu'à l'épuisement pour offrir des opportunités que Tyler tenait pour acquises, et maintenant il était exclu de la célébration de la remise de diplôme du garçon. Rebecca, je suis à lui. Père. J'ai payé ses études, sa voiture, ça. Tu as jeté de l'argent par les fenêtres, David. C'est comme ça qu'on fait. Eh bien, voilà un autre problème que l'argent peut résoudre. Payer la fête où tu n'es pas le bienvenu. Avant qu'il puisse répondre, elle a continué avec des mots qui résonneraient dans son esprit pendant des semaines. Mon petit ami prendra ta place de toute façon. Tyler le préfère. La ligne a été coupée. David fixait le téléphone,
le mot petit ami résonnant dans sa conscience. En l'espace de 30 secondes, son mariage et sa relation avec son fils s'étaient révélés être des façades élaborées. La femme pour laquelle il s'était tué au travail avait construit une nouvelle vie sans lui. Et apparemment, leur fils était complice. Son téléphone a vibré de nouveau. Tyler appelait. Chapitre 3. L'ultimatum. Papa. La voix de Tyler n'avait rien de la chaleur dont David se souvenait de leur dernière conversation il y a 2 semaines. Tyler, que se passe-t-il? Ta mère. Écoute, papa, j'ai besoin que tu paies juste pour la fête, d'accord? Maman était déjà assez stressée sans que tu lui rendes la tâche difficile. David sentit la trahison s'intensifier. Le ton de son fils était dédaigneux, presque agacé, comme si David était un obstacle plutôt que l'homme qui avait tout sacrifié pour offrir des opportunités à Tyler. Fiston, je veux juste comprendre ce qui se passe. Ta mère a parlé d'un petit ami. Brad est cool, papa. Il est vraiment présent. Il est venu à mes 3 derniers matchs quand tu étais trop occupé. La désinvolture avec laquelle Tyler a mentionné cet autre homme. L'acceptation dans sa voix révélait combien cette tromperie avait duré. L'absence de David à ces matchs avait eu pour but de décrocher le contrat hôtelier qui financerait l'avenir de Tyler. Mais cette ironie semblait échapper à tout le monde. Tyler, j'ai travaillé tous les jours pendant 21 ans pour subvenir à tes besoins. Je pense que je mérite un peu de considération. Tu mérites de la considération. La voix de Tyler se durcit, ressemblant étrangement à celle de sa mère. Quand as-tu posé des questions sur ma filière pour la dernière fois? Ma petite amie? Mes projets après l'obtention du diplôme? Tu as simplement supposé que dépenser de l'argent pour tout faire faisait de toi un bon père. Chaque mot était un coup calculé. David réalisa que cette conversation avait été répétée, planifiée. Ils discutèrent de la façon de le gérer, de comment extraire ce qu'il fallait. Il avait besoin tout en se débarrassant de ce qu'il ne voulait pas. Tyler, je t'aime. Quoi qu'il se passe entre ta mère et moi, ça ne change pas. Si tu m'aimais, tu paierais ma fête de remise de diplôme sans que ce soit une question de toi. La voix de Tyler prit un ton d'ultimatum que David avait reconnu lors de négociations commerciales. Maman a besoin de l'argent avant minuit. Si tu ne paies pas, on te bloque tous pour toujours. La menace planait. L'empire du bâtiment de David ne servirait à rien si sa famille lui tournait le dos. Mais la demande elle-même, payée pour une fête dont tu es exclu, financée par ton travail pour célébrer les réussites rendues possibles par ton sacrifice, représentait un niveau d'irrespect qu'il n'avait jamais toléré dans le monde des affaires. Tyler, laisse-moi te demander quelque chose. Dans tous tes cours de commerce, t'as on appris ce qui se passe quand on essaie d'extorquer quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Papa, ne dramatise pas. Tu veux juste me bloquer? Vas-y. Je te bloque d'abord. David raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro. Si sa famille voulait jouer les durs, il le ferait. Découvrez pourquoi David Crane n'avait jamais perdu une négociation importante. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Crane, vieux con. Que puis-je faire pour vous? L'inspecteur Ray Morrison était l'ami de David depuis le lycée avant même qu'il ne sache ce qu'ils allaient devenir. Tandis que David construisait des immeubles, Ray avait bâti une carrière dans les enquêtes, finissant par diriger son propre cabinet après avoir pris sa retraite de la police de Phoenix. Ray, j'ai besoin d'une faveur. Une grande? Quelle grande? David regarda la demande 20 mots encore allumée sur son téléphone, la photo de mariage sur son bureau où Rebecca souriait comme si elle le pensait, et le plan de l'hôtel qui lui avait coûté sa famille. Le genre qui change tout. Chapitre 4. L'enquête. Le bureau de Ray Morrison occupait le 3e étage d'un immeuble que David avait construit 5 ans plus tôt. L'ironie n'échappa à aucun des 2 hommes tandis que David, assis en face de son vieil ami, lui expliquait la situation qui avait bouleversé sa vie en un seul après-midi. 22 ans, Ray, 22 ans de mariage et j'apprends l'existence d'un petit ami grâce à une conversation informelle de mon fils. Ray se servit 2 verres de bourbon d'une bouteille qu'il gardait pour les occasions. Depuis combien de temps penses-tu que ça dure? Tyler a mentionné que Brad assistait à ces matchs. Ça fait au moins 3 mois, probablement plus. David accepta le verre, mais ne but pas. Son esprit était déjà occupé à calculer, à chronologier, à rater des signaux. J'ai besoin de tout savoir. Comment ils se sont rencontrés,
depuis combien de temps, ce qu'ils ont planifié. Planifié. Ce n'était pas spontané. L'exclusion de la fête de remise des diplômes, le discours répété de Tyler, la remarque sur son petit ami. Il se préparait pour ce moment. Il voulait que je l'apprenne de cette façon. Réouvrit son ordinateur portable et fit apparaître plusieurs écrans. Je vais commencer par les réseaux sociaux, les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit. Tu as dit qu'elle travaillait au Phoenix Herald. 3 ans maintenant. C'est probablement laquelle l'a rencontrée. David prit enfin une gorgée de bourbon. La brûlure concentra ses pensées. Mais j'ai besoin de plus que des preuves d'une liaison. J'ai besoin d'un moyen de pression. Quel genre de moyen de pression? L'expression de David se durcit. Le genre de moyen de pression. Cela leur permet de comprendre à qui ils ont vraiment affaire. Au cours des 6 heures suivantes, l'enquête de Ray a révélé une trahison plus calculée que David ne l'avait imaginé. Rebecca et Brad Hoffman planifiaient leur avenir ensemble depuis des mois, notamment en discutant en détail des accords de divorce et des modalités de garde des enfants. Des SMS ont révélé leur amusement face à l'inconscience de David, leur conviction que son obsession pour le travail faisait de lui une cible facile. Mais la révélation la plus profonde est venue des publications de Tyler sur les réseaux sociaux. Pendant des mois, il avait qualifié Brad de « mon beau-père » et partagé des photos d'activités qu'ils avaient faites ensemble. Des activités que David avait manquées à cause de ses engagements professionnels. Les publications présentaient David comme un père absent et obsédé par l'argent, tout en élevant Brad comme un homme engagé et attentionné. Et ils ont construit un récit, a expliqué Ray en montrant la chronologie à David. Rebecca a documenté tes absences. Tyler a créé une preuve sociale de ta déconnexion, et ils ont présenté Brad comme le remplaçant. La demande de fête de remise des diplômes n'était pas une question d'argent, a réalisé David. Il s'agissait d'établir une habitude. Je paie pour des choses dont je suis exclu, acceptant mon rôle de contributeur financier plutôt que de membre de la famille. Ray hocha la tête. Et si tu avais payé sans poser de questions, ça aurait créé un précédent pour la procédure de divorce. Tu es le bourreau de travail absent qui gaspille de l'argent pour régler les problèmes alors que la vraie parentalité se fait sans toi. David se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le chantier de l'autre côté de la rue où son équipe travaillait tard pour respecter une échéance. C'étaient des hommes qui le respectaient, qui comptaient sur lui, qui comprenaient la valeur de son dévouement. Sa famille avait perçu ce même dévouement comme de l'abandon. Et Brad Hoffman? Réafficha un autre écran. 38 ans, divorcé, 2 enfants qu'il voit un week-end sur 2. Il travaille comme rédacteur en chef, gagne bien sa vie, mais rien à voir avec toi. Pas de dettes importantes, pas de casier judiciaire. Mary marqua une pause, parcourant des informations supplémentaires. Mais quoi? Il a déjà fait ça. Son ex-femme a déposé une ordonnance restrictive il y a 3 ans, affirmant qu'il avait aliéné ses enfants à son égard pendant leur divorce. L'affaire a été classée, mais les tendances étaient là. David s'est tourné vers son ami. Il cible les femmes mariées et monte leur famille contre elles. On dirait bien. Rebecca pense peut-être avoir le contrôle, mais Brad suit une stratégie. L'information a cristallisé la compréhension de David. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il était confronté à un prédateur spécialisé dans la destruction de familles. Rebecca et Tyler étaient autant des victimes que des traîtres. Mais cela ne changeait rien au fait qu'ils avaient choisi de l'exclure et de l'humilier. Ray, j'ai besoin que tu fouilles plus profondément dans Brad Hoffman. Je veux tout savoir. Ses finances, ses habitudes, ses faiblesses, et j'en ai besoin vite. À quelle vitesse? David regarda sa montre. Il approchait de minuit, la date. Limite pour le paiement de la fête. Son téléphone affichait 17 appels manqués de Rebecca et Tyler, mais il le laissa en mode silencieux. J'ai le sentiment que demain matin sera très intéressant pour toutes les personnes impliquées. Chapitre 5. Le jeu de pouvoir. Le téléphone de David explosa à 6h47, sous la fureur de ceux qui avaient enfin compris leur erreur de calcul. 91 appels manqués, 63 SMS et 17 messages vocaux dessinaient un tableau de panique qui apaisa quelque chose de sombre dans la poitrine de David. Il écouta les messages vocaux tout en examinant les recherches de Ray pendant la nuit. La voix de Rebecca passa des exigences furieuses aux supplications désespérées. Les messages de Tyler passèrent de l'indignation justifiée à l'inquiétude confuse.
Mais c'est le dernier message vocal de Brad Hoffman en personne qui dit à David tout ce qu'il avait besoin de savoir. David, ici Brad. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Rebecca et Tyler sont vraiment bouleversés et peut-être devrions-nous tous nous asseoir et discuter comme des adultes. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. Le ton conciliant était intéressant. Brad Hoffman ressentait la pression, ce qui signifiait que l'enquête préliminaire de Ray avait déjà donné des résultats utiles. L'assistante de David frappa et entra dans son bureau. Angela Torres travaillait pour lui depuis 8 ans, gérant tout, de la planification aux communications confidentielles. Elle l'avait vu affronter des OPA hostiles et des batailles au conseil municipal. Mais la froideur de son regard ce matin était nouvelle. « Monsieur Crane, votre femme a appelé 6 fois. Elle dit que c'est une urgence. » « Pas d'urgence aujourd'hui. »« Angela, mettez tous mes appels en attente, sauf ceux de Ray Morrison. » David lui a remis une enveloppe scellée, mais j'ai besoin que vous la remettiez personnellement à Rebecca au Phoenix Herald. Assurez-vous que Brad Hoffman soit présent lorsqu'elle l'ouvrira. Angela a pris l'enveloppe sans poser de questions. Elle avait appris que lorsque David Crane agissait avec une telle précision, mieux valait se contenter d'exécuter les ordres et rester à l'écart. L'enveloppe contenait une simple feuille de papier avec une adresse et une heure. Restaurant Desert Palm, 14 heures. Venez seul ou ne venez pas. À midi, Ray avait constitué un dossier complet sur Brad Hoffman qui révélait la véritable ampleur de sa manipulation. Cet homme était un destructeur de famille en série, dont les habitudes s'étalaient sur 15 ans. Il ciblait des épouses malheureuses et prospères, les isolait de leur soutien et retournait progressivement leurs enfants contre leur père. Après les divorces, il passait à la cible suivante, laissant derrière lui des familles brisées. Ce n'est pas seulement un partenaire de liaison, expliqua Ray alors qu'il se rendait à Desert Palm. C'est un prédateur psychologique. Voyez ce schéma. Il choisit toujours des femmes dont les maris réussissent mais sont absents. Il leur accorde une attention affective tout en minant progressivement le mariage à travers les enfants. David a examiné les dossiers de relations antérieures de familles détruites, de pères qui avaient tout perdu au profit d'un homme spécialisé dans l'exploitation de leur dévouement à subvenir aux besoins de leurs proches. Quel est son objectif avec Rebecca? D'après les documents financiers, je dirais environ 18 mois. C'est son schéma. Assez long pour obtenir une pension alimentaire et des partages de biens maximaux. Assez court pour passer à autre chose avant que l'attrait de la nouveauté ne s'estompe. Ils arrivèrent au Desert Palm, un restaurant haut de gamme que David avait choisi pour ses salles privées et son atmosphère discrète. Rebecca était assise seule à une table dans un coin, les mains légèrement tremblantes, serrant sa tasse de café. Elle paraissait plus âgée que ses 43 ans. Le stress avait creusé des rides autour de ses yeux que David n'avait pas remarquées lors de leurs interactions de plus en plus rares. « Où est Brad ?» demanda David en s'installant sur la chaise en face d'elle. « Je lui ai dit de rester à la maison. C'est entre nous. » Non, Rebecca. Plus rien n'est juste entre nous. David a posé le dossier de Ray sur la table. L'homme avec qui tu planifies ton avenir l'a déjà fait 4 fois. Toi et Tyler n'êtes que ses dernières proies. Rebecca jeta un coup d'œil au dossier, mais ne l'ouvrit pas. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Je te donne des faits. David ouvrit le dossier et y déploya des photos, des documents judiciaires et des dossiers financiers. Brad Hoffman cible les femmes d'hommes qui réussissent. Il monte leurs enfants contre elles. Il détruit des familles pour le profit. Pour la première fois depuis le début de la conversation, Rebecca parut hésitante. Ses yeux parcourent les documents, observant le schéma de destruction que Brad avait laissé derrière lui. Tu mens. Tu as engagé quelqu'un pour inventer ça. Appelle son ex-femme, Janet Morrison. Elle attend ton appel. David glissa un numéro de téléphone sur la table. Interroge-la sur l'ordonnance restrictive. Demande-lui comment Brad a convaincu ses enfants que leur père était l'ennemi. Rebecca fixa le numéro, mais ne prit pas son téléphone. Même si c'est vrai, ça ne change rien entre nous. David, tu as choisi le travail plutôt que la famille. Tu as raison. J'ai choisi le travail. J'ai choisi de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui offrirait à notre fils des opportunités que toi et moi n'avons jamais eues. J'ai choisi de sacrifier du temps pour que Tyler puisse tout avoir. La voix de David resta calme, mais ses yeux brûlaient d'intensité. Et tu as choisi de détruire ce sacrifice pour un homme qui te voit comme une commodité temporaire.
La vérité de ces paroles était écrite sur le visage de Rebecca. Au fond, elle savait que quelque chose clochait dans la facilité avec laquelle Brad était entré dans leur vie, dans la perfection avec laquelle il offrait à David tout ce qu'il ne pouvait pas. Mais admettre cela signifiait affronter l'ampleur de sa trahison. « Que veux-tu, David ? Je veux que tu comprennes que le jeu que tu as commencé a des règles que tu ignores, et je les respecte depuis bien plus longtemps que toi. » Chapitre 6. La révélation. Les mains de Rebecca tremblaient lorsqu'elle composa enfin le numéro de Janet Morrison. David resta assis en silence, regardant sa femme, après 22 ans de mariage, affronter la réalité de sa situation. L'appel aboutit et le visage de Rebecca pâlit à chaque minute qui passait. « Janet, voici Rebecca Crane. Je dois te parler de Brad Hoffman. » David n'entendait pas l'autre partie de la conversation, mais l'expression de Rebecca en disait long. Choc, puis déni, puis horreur grandissante, tandis que le schéma que Ray avait décrit était confirmé par quelqu'un qui l'avait vécu. « Tes enfants ne te parleront plus. » La voix de Rebecca n'était qu'un murmure. Il les convainquit que, oh mon Dieu, l'appel avait duré 23 minutes. Quand Rebecca a finalement raccroché, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Janet Morrison avait décrit exactement ce qui arrivait à Tyler. L'aliénation progressive, la transformation de l'éthique professionnelle de David en abandon, l'empoisonnement subtil de la relation d'un enfant avec son père. Il avait tout planifié depuis le début. Rebecca se disait plus à elle-même qu'à David. Les choses qu'il disait sur toi, sur le fait que Tyler méritait mieux. Il savait exactement quoi dire parce qu'il l'avait déjà dit. Par moments, David rassemblait les documents et les remettait dans le dossier. Tu n'es pas sa première victime, Rebecca. Tu es juste sa cible la plus efficace. Tyler ne sait pas. Il pense que Brad tient vraiment à lui. Tyler a 21 ans. C'est un adulte qui a fait des choix d'adulte en excluant son père de sa remise de diplôme. La voix de David était impassible. Il a choisi de me menacer, de me couper la parole, de me remplacer par un inconnu. C'était ses décisions. Rebecca leva les yeux, les larmes aux yeux. David, on peut arranger ça. Je dirai la vérité à Tyler sur Brad. On peut surmonter ça. L'espoir dans sa voix était douloureux à entendre. Elle ne comprenait toujours pas le changement fondamental qui s'était produit. David avait bâti sa vie sur la confiance et la loyauté, et les deux avaient été brisés de manière irréparable. Rebecca, tu couches avec un autre homme depuis 8 mois. Tu as planifié une vie sans moi. Tu m'as exclu de la remise des diplômes de notre fils et tu as exigé que je paie pour le privilège d'être remplacé. David se leva pour partir. On ne peut pas surmonter ça. Mais si Tyler découvre pour Brad, Tyler apprendra la vérité sur beaucoup de choses. Mais cela ne change rien à ce qu'il m'a dit, à ce qu'il a choisi. David marqua une pause à la table. Je ne pardonne pas la trahison, Rebecca. Je ne l'ai jamais fait. Demande à tous ceux qui ont essayé de m'arnaquer en affaires. Alors que David s'éloignait, Rebecca l'interpella. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il se retourna une dernière fois. Je vais apprendre à tous ceux qui sont impliqués ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Ce soir-là, David retourna dans sa maison vide, un monument de 380 mètres carrés célébrant 22 ans de mariage qui ressemblait désormais à un musée de la vie de quelqu'un d'autre. Rebecca séjournait chez Brad depuis une semaine, même si elle avait pris soin de maintenir la fiction de leur mariage pour le grand public. Ray Morrison arriva à 20 h avec des renseignements supplémentaires qui confirmèrent les soupçons de David. Brad Hoffman n'était pas seulement un destructeur de famille en série. Il était aussi criblé de dettes, gaspillant son argent dans des parties de poker clandestines et des casinos privés. Sa quête de Rebecca n'était pas uniquement émotionnelle. Il comptait sur les accords de divorce pour résoudre ses problèmes financiers. Il doit 47 000 $ à des personnes très impitoyables. Ray expliqua, ses cartes de crédit sont au maximum, son bail est en souffrance et il emprunte sur son salaire d'Harold. Rebecca représente sa planche de salut. Combien de temps avant que ses créanciers ne s'impatientent ? Au vu des appels menaçants qu'il reçoit, je dirais qu'il a déjà dépassé les bornes. Il a besoin que le divorce de Rebecca soit rapidement réglé. David sourit pour la première fois depuis des jours. Alors, assurons-nous qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite. La phase suivante du plan de David exigerait un timing précis et le genre de calcul impitoyable qui avait bâti son empire.
Brad Hoffman avait commis l'erreur de cibler un homme qui comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de la manipulation, mais du contrôle des systèmes qui régissent la vie des gens. Au matin, Brad Hoffman apprendrait la différence entre jouer à des jeux et jouer avec quelqu'un qui possède le plateau. Chapitre 7. Le piège jaillit. Le réveil de David sonna à 5h30, mais il était éveillé depuis des heures, finalisant les détails de ce qui allait devenir le plan de Brad Hoffman. Le pire jour. La beauté de son plan résidait dans sa simplicité. Il n'aurait pas besoin de fabriquer de preuves ni de manipuler les faits. Il s'assurerait simplement que les dettes et les tromperies existantes de Brad soient révélées de la manière la plus dévastatrice possible. À 7h45, David appela Frank Carril, propriétaire de la salle de poker clandestine où Brad avait accumulé la plupart de ses dettes. Frank était un homme d'affaires qui appréciait la communication directe et les paiements rapides. Il avait également emprunté de l'argent à la banque privée de David 5 ans auparavant. Frank, c'est David Crane. J'ai entendu dire que vous aviez un client qui se dérobait à ses obligations. Brad Hoffman, fils de famille, me doit 47 000 $ et pense que les belles paroles sont un paiement. La voix de Frank exprimait la dureté d'un homme à bout de patience. Vous savez quelque chose à ce sujet? Je sais qu'il prévoit de gagner bientôt de l'argent grâce à un divorce. Je sais aussi que ce plan vient de tomber à l'eau. David a fourni à Frank l'adresse et les horaires de travail de Brad. Cela pourrait valoir la peine de lui parler. Aujourd'hui. Le deuxième appel a été adressé à Marcus Webb, rédacteur en chef du Phoenix Herald. Marcus essayait depuis des mois d'obtenir une interview exclusive avec David au sujet du projet d'hôtel. David était désormais prêt à négocier. Marcus, je te donne l'exclusivité de l'hôtel, mais j'ai besoin d'une faveur d'abord. J'ai cru comprendre que vous avez un employé nommé Brad Hoffman. Brad est l'un de nos rédacteurs en chef. Pourquoi? Vérifiez ses notes de frais des 6 derniers mois. Comparez-les avec ses déplacements réels. Je pense que vous trouverez des incohérences intéressantes. David marqua une pause pour faire effet. Et Marcus, vous devriez peut-être vous pencher sur ses dettes de jeu. Les employés en difficulté financière ont tendance à trouver des solutions créatives. Le troisième appel était le plus important. L'inspectrice Lisa Chong, de la brigade des crimes financiers de la police de Phoenix, avait travaillé avec David sur plusieurs affaires de fraude dans le secteur de la construction. Elle lui devait des faveurs et David les convoquait. Lisa, j'ai besoin que vous examiniez les finances de Brad Hoffman. J'ai des raisons de croire qu'il a détourné des fonds du Phoenix Herald pour couvrir des dettes de jeu. Quel genre de pourquoi? David a fourni les preuves que Ri avait rassemblées, relevés de cartes de crédit, relevés bancaires et cas documentés où les activités professionnelles déclarées de Brad ne correspondaient pas à ses lieux de résidence réels. Cela dressait le portrait d'une personne utilisant les ressources de l'entreprise pour des problèmes personnels. Je vais me renseigner, mais David, j'espère que ce sera solide. Je ne peux pas me permettre de courir après des ombres. C'est solide. Elisa, le temps est important. Il prévoit de fuir l'État prochainement. À 10h30, tout était en place. Les derniers préparatifs de David étaient personnels. Il s'est rendu à l'appartement de Tyler, près du campus de l'ASU. La voiture de son fils était garée sur le parking, et David savait que Tyler serait à la maison, en train de soigner la gueule de bois de la fête de remise des diplômes qui s'était déroulée sans son financement. Tyler a ouvert la porte, l'air exactement comme David l'avait prévu, échevelé, sur la défensive et surpris de voir son père. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'offrir un cadeau de fin d'études. » David tendit une enveloppe à Tyler. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 50 000 $ et une simple feuille de papier avec la liste de tous les sacrifices que David avait fait en 21 ans. Des vacances manquées pour financer les activités de Tyler. Des journées de travail de 16 heures pour payer ses études. Des occasions refusées d'assister à ses matchs et événements. Tyler, c'est le prix à payer pour être ton père. 50 000 $ représentent environ 2% de ce que j'ai investi dans ton avenir. Considère ça comme ton héritage. Tyler fixa le chèque, confus, remplaçant sa gueule de bois. Papa, je ne comprends pas. Tu as choisi de m'exclure de ta remise de diplôme. Tu as menacé de me couper les vivres si je ne payais pas une fête à laquelle je n'étais pas invité. Tu as accepté un autre homme comme figure paternelle tout en me traitant comme un distributeur automatique. La voix de David resta calme, mais son regard était de marbre. Tu es un adulte maintenant.
Les adultes vivent avec leur choix. Mais maman disait que Brad était juste. Ta mère a menti sur Brad, sur moi, sur tout. Mais cela ne change rien à ce que tu m'as dit, à ce que tu as choisi. David se retourna pour partir. Utilise l'argent intelligemment. C'est le dernier que tu recevras de moi. Alors que David s'éloignait, son téléphone vibra, annonçant la première nouvelle. Frank Carril était arrivé au Phoenix Herald avec 2 associés, exigeant un paiement immédiat de Brad Hoffman. La scène dans la salle de rédaction avait été suffisamment dramatique pour attirer l'attention de la direction. Le piège se refermait exactement comme David l'avait prévu. Chapitre 8. Le jugement dernier. À midi, l'univers soigneusement construit par Brad Hoffman s'effondrait en temps réel. David surveillait la destruction depuis son bureau, recevant des nouvelles de Ray Morrison, qui s'était positionné stratégiquement pour observer les conséquences. Le premier coup dur fut lorsque Frank Carril confronta Brad dans la salle de rédaction du Herald. Des caméras de sécurité capturèrent l'intégralité de la rencontre. Le visage de Brad perdit ses couleurs tandis que Frank expliquait calmement les conséquences des dettes de jeu impayées. La scène causa suffisamment de perturbations pour que Marcus Webb soit contraint d'enquêter, le menant directement aux anomalies dans les notes de frais. David avait souligné. Brad utilisait la compagnie. Carte de crédit pour dépenses personnelles. Ray a déclaré des nuits d'hôtel. Il a déclaré travailler tard, des frais de restaurant lors de prétendues réunions d'affaires, des avances de fonds qui ne correspondent à aucune activité professionnelle légitime. Le deuxième coup dur est arrivé lorsque l'inspecteur Chong s'est présenté avec un mandat pour examiner les dossiers financiers de Brad. Les dettes de jeu, combinées au détournement de fonds de l'entreprise, ont créé un dossier convaincant de détournement de fonds. Les tentatives de Brad pour expliquer la situation n'ont fait qu'empirer les choses. Son récit changeait à chaque question, révélant l'ampleur de sa tromperie. Rebecca est arrivée au Herald juste au moment où Brad était escorté dehors, menotté. Elle ignorait totalement ses problèmes financiers, n'ayant vu que la façade charmante qu'il présentait pendant leur liaison. La réalité de sortir avec un criminel faisant face à de multiples accusations a brisé ses fantasmes amoureux en un instant. Elle est sous le choc. Ray observait Rebecca de l'autre côté de la rue. Quoi qu'elle ait cru faire, ce n'était pas ça. David n'éprouvait aucune satisfaction à voir les rêves de sa femme s'effondrer. La trahison avait été personnelle, mais les conséquences étaient purement professionnelles. Brad Hoffman avait commis l'erreur de cibler quelqu'un qui comprenait le pouvoir au niveau systémique, quelqu'un capable d'orchestrer la destruction sans se salir les mains. Tyler arriva au Herald 30 minutes plus tard, ayant appris l'arrestation de Brad par des amis qui suivaient les flux d'actualité. David regarda son fils sortir de sa voiture depuis la fenêtre de son bureau. La confusion et la panique se lisaient dans sa posture. Le jeune homme qui menaçait de couper les ponts avec son père découvrait que sa figure paternelle de remplacement était un criminel. Le téléphone de David sonna. Le nom de Rebecca apparut à l'écran. « David, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. Je pense que vous êtes un peu occupé en ce moment. Brad a été arrêté. Ils disent qu'il a détourné de l'argent, qu'il a des dettes de jeu. » La voix de Rebecca se brisa. Je n'étais au courant de rien. Bien sûr que non. Vous étiez trop occupé à planifier votre nouvelle vie pour enquêter sur l'homme avec qui vous la prépariez. Le ton de David resta neutre. Comment Tyler gère-t-il la nouvelle? Il est dévasté. Il admirait Brad, lui faisait confiance. Rebecca marqua une pause, les implications enfin comprises. David, c'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas obligé Brad Hoffman à jouer son argent. Je ne l'ai pas obligé à voler son employeur. Je ne l'ai pas obligé à mentir à toi et à notre fils. David observait Tyler Pace avec frénésie devant le bâtiment du Herald. J'ai simplement fait en sorte que ces problèmes soient révélés au grand jour. Tu as orchestré tout ça. Je me suis protégé de ceux qui ont tenté de m'extorquer de l'argent et de me remplacer. Le fait que ces gens aient choisi de s'allier à un criminel était leur décision, pas la mienne. Rebecca pleurait maintenant, l'ampleur de son erreur de jugement devenant évidente. Elle avait gâché 22 ans de mariage pour un homme qui la voyait comme une solution à ses dettes de jeu. Elle avait laissé cet homme empoisonner la relation de son fils avec son père. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences de choix irréversibles. David, s'il te plaît. Tyler ignorait les problèmes de Brad. Ce n'est qu'un gamin de 21 ans. Il a menacé de me couper les vivres si je ne payais pas une fête dont j'étais exclu. Il a préféré un autre homme. Son père.
La voix de David s'est endurcie. L'âge n'excuse pas la trahison, Rebecca. Tyler a fait des choix. Adulte et il vivra avec des conséquences pour adulte. L'appel s'est terminé avec les sanglots de Rebecca résonnant dans l'oreille de David, mais le son ne lui a apporté aucun plaisir. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait d'établir des limites qui n'auraient jamais dû être traversées. Au fil de l'après-midi, la portée complète des tromperies de Brad a émergé. L'homme que Rebecca pensait qu'elle aimait l'avoir ciblé spécifiquement, recherchant son mariage et identifiant ses vulnérabilités. Il avait manipulé Tyler avec une précision calculée, utilisant le ressentiment naturel du garçon sur les absences de son père pour servir son propre programme. La révélation selon laquelle leur relation avait été entièrement fabriquée a ajouté une autre couche de dévastation à la situation de Rebecca. Elle n'avait pas seulement perdu son mariage, elle avait perdu son mariage pour un mensonge. David a reçu un dernier appel ce jour-là. Cette fois de Tyler. « Papa, j'ai besoin de m'excuser. Je ne connaissais pas Brad. Je pensais qu'il se souciait vraiment de moi. Tyler, le problème n'est pas ce que je ne connaissais pas Brad. Le problème est ce que vous avez choisi de me faire. » La voix de David ne portait aucune chaleur. « Vous avez menacé de me couper à moins que je payais votre fête. Vous m'avez exclu de votre diplôme. Vous m'avez remplacé par un étranger. Ce sont vos décisions prises avant de connaître la vérité sur Brad. Mais j'ai été manipulé. Il m'a fait penser que vous ne vous souciez pas de moi et vous avez choisi de le croire au lieu de faire confiance à 21 ans de preuve. » Au contraire, David a regardé par la fenêtre de son bureau à la ville qu'il avait aidé à construire. « Je ne pardonne pas la trahison, Tyler. Je n'ai jamais fait. » La ligne s'est silencieuse pendant un long moment avant que Tyler ne revienne. « Alors c'est tout. Tu me coupais pour toujours. J'accepte la relation que vous avez choisie lorsque vous avez menacé de me bloquer pour toujours. » La voix de David reste stable. Vous vouliez savoir ce qui se passe lorsque vous poussez quelqu'un trop loin. Maintenant tu sais. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 6 mois plus tard, David Crane se tenait dans son nouveau bureau au 42e étage de l'hôtel qu'il avait construit. Le projet avait été achevé à temps et sous le budget, établissant la construction de grues en tant que premier constructeur commercial dans le sud-ouest. Le succès avait ouvert des portes aux opportunités en Californie et au Texas, des plans d'expansion qui nécessiteraient toute son attention. Rebecca avait demandé le divorce 3 semaines après l'arrestation de Brad, mais la procédure avait été compliquée par son association avec un criminel. L'accord prénuptial que David avait insisté il y a 22 ans protégeait la plupart de ses actifs, limitant son règlement à ce que la loi exigeait. Elle avait trouvé du travail dans un petit journal à Tucson, qui recommence à 43 avec une réputation ternie et des perspectives limitées. Tyler avait tenté de contacter 17 fois au cours des 6 mois, ses messages évoluant des demandes de colère à des excuses désespérées. David avait lu chaque message mais n'a répondu à rien. Le jeune homme avait obtenu son diplôme sans cérémonie. Sa célébration a entaché par la connaissance que l'argent de son père avait financé son éducation alors qu'il avait choisi un autre homme comme modèle. Brad Hoffman avait été condamné pour 3 chefs d'accusation de détournement de fonds et condamné à 4 ans de prison d'État. Ses dettes de jeu sont restées impayées, garantissant que sa libération apporterait de nouveaux défis. Les hommes auxquels il devait de l'argent étaient des très patients mais impitoyables que David a compris et respectés. Ce matin particulier, Angela Torres a frappé à la porte du bureau de David avec une expression familière, la neutralité prudente qu'elle portait lors de la livraison de nouvelles sur son ancienne famille. Monsieur Crane Tyler est dans le hall. Il dit qu'il a besoin de vous parler de son argent de remise des diplômes. David s'attendait à cette visite. Les 50 000 $ qu'il avait donnés à Tyler avaient été soigneusement structurés comme un prêt avec des conditions qui ont commencé 6 mois après l'obtention du diplôme. Aujourd'hui a marqué la première date limite de paiement de Tyler. Envoyez-le. Tyler est apparu à la porte de David 5 minutes plus tard, l'air plus âgé et plus usé que ses 22 ans ne le suggèrent. Il avait perdu du poids et ses vêtements semblaient avoir été achetés dans des magasins à prix réduit plutôt que les détaillants haut de gamme que David avait offerts par David. « Papa, à propos de l'accord de prêt. »« Asseyez-vous, Tyler. » Le jeune homme s'est installé sur le fauteuil en face du bureau de David, le même président où d'innombrables négociations commerciales avaient été effectuées. Mais ce n'était pas une négociation. C'était un calcul. « Moi je ne peux pas effectuer les paiements, » a poursuivi Tyler. « Je travaille,
mais les emplois d'entrée de gamme ne paient pas assez pour couvrir 5 000 par mois plus les frais de subsistance. David avait structuré le prêt spécifiquement impayable sur un salaire d'entrée. Il a été conçu pour enseigner à Tyler la valeur du soutien qu'il avait si désinvolte. Que as-tu fait avec l'argent? J'en ai utilisé la plupart pour les frais de subsistance après l'obtention du diplôme. Je pensais que tu m'aiderais à démarrer avec un emploi, peut-être dans votre entreprise. La voix de Tyler portait un soupçon du droit qui lui avait coûté le soutien de son père. Je ne m'attendais pas à être complètement seul. Vous m'avez dit de vous bloquer pour toujours. Vous m'avez exclu de votre diplôme. Vous avez choisi un autre homme comme figure de votre père. Le ton de David est resté neutre. Pourquoi attendriez-vous l'aide de quelqu'un que vous avez jeté? Le sang-froid de Tyler a finalement craqué. Parce que tu es mon père. Parce que j'avais 21 ans et que j'avais stupide et croyais des choses qui n'étaient pas vraies. Vous aviez 21 ans et assez vieux pour faire des choix. Ces choix ont des conséquences. David a ouvert un fichier sur son bureau. Vous avez deux options. Vous pouvez honorer l'accord de prêt et effectuer vos paiements, ou vous pouvez déclarer la faillite et détruire votre crédit pour les 7 prochaines années. Papa, s'il te plaît. J'ai appris ma leçon. Je comprends ce que j'ai fait de mal. La compréhension et l'expérience des conséquences sont des choses différentes. Vous devez apprendre les deux. David se tenait pour indiquer que la réunion était terminée. Les conditions de prêt ne sont pas négociables. Et maman? Elle a également besoin d'aide. Votre mère a fait ses choix. Elle connaît les conséquences de ses choix comme vous. Tyler se tenait lentement, la réalité de sa situation qui s'installe enfin. Vous allez vraiment laisser votre propre famille lutter pendant que vous vivez comme ça? Il a fait un geste vers le luxueux bureau, la vue de la ville, les symboles visibles du succès de David. Tyler, je n'ai pas créé vos difficultés. J'ai construit ce succès pendant 22 ans de 18 heures, manqué de vacances et sacrifié le temps avec des gens que j'aimais. Vous et votre mère avez décidé que le sacrifice a fait de moi le méchant dans votre histoire. David s'est déplacé vers la fenêtre, en regardant le chantier de construction où son équipage inaugurait le prochain projet. Maintenant, vous apprenez à quoi ressemble la vie sans ce sacrifice. C'est donc permanent. Vous ne nous pardonnerez jamais. David se tourna vers son fils, voyant les yeux de Rebecca et son propre menton obstiné sur le visage du jeune homme. La connexion génétique est restée, mais le lien émotionnel avait été coupé par des choix qui ne pouvaient pas être annulés. Tyler, le pardon implique que quelqu'un a pris la responsabilité de ses actions et a fait amende honorable. Vous vous êtes excusé d'avoir été trompé par Brad, mais vous n'avez pas reconnu ce que vous m'avez fait indépendamment de son influence. Vous n'avez pas pris la responsabilité de m'exclure de votre diplôme, d'avoir menacé de me couper, d'avoir choisi de croire que votre père était votre ennemi. J'avais tort à ce sujet. Se tromper et assumer la responsabilité sont des choses différentes. Prendre la responsabilité signifie accepter les conséquences, pas seulement reconnaître les erreurs. David est retourné à son bureau. Lorsque vous êtes prêts à assumer la responsabilité de vos choix, tous. Nous pouvons avoir une autre conversation. Jusque-là, les termes solitaires se tiennent. Tyler est parti sans un autre mot. David a regardé de sa fenêtre en tant que fils a émergé du bâtiment et s'est dirigé vers une berline de 15 ans qui avait clairement connu des jours meilleurs. Le jeune homme qui avait autrefois conduit une BMW payée par le travail de son père apprenait à naviguer dans le monde sans ce filet de sécurité. David n'a ressenti aucune satisfaction dans les difficultés de Tyler, mais il n'a ressenti aucun regret non plus. Certaines leçons ne pouvaient être apprises que par expérience, et certaines frontières une fois croisées ne pourraient jamais être coiffées. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Ray Morrison. Nouveau projet à Austin, à la recherche d'un entrepreneur fiable. Intéressé, David sourit en tapant sa réponse. Toujours intéressé à construire quelque chose de nouveau. À l'extérieur de sa fenêtre, la ville s'est étendue vers l'horizon, un témoignage de ce qui pourrait être accompli par la détermination, les compétences et le refus d'accepter la trahison. David Crane avait construit son empire One Foundation à la fois, et il continuerait à construire, sans encombre par des gens qui avaient choisi de voir sa force comme une faiblesse. La famille qu'il avait travaillé pour soutenir avait disparu, détruite par ses propres choix et un prédateur qui avait exploité leur faiblesse. Mais David est resté comme solide et impitoyable que les bâtiments qui portaient son nom. En fin de compte, c'était suffisant. Ce serait toujours suffisant. C'est là que notre histoire touche à sa fin.